Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. À l'ère du numérique, le codage, appelé programmation informatique, est aujourd'hui incontournable car la révolution du numérique est en marche, particulièrement sur le marché de l'emploi. Pourquoi et comment miser sur le codage informatique en Afrique? Élément de réponse en première partie d'émission. Le télétravail, le webinaire se démocratise et les bénéfices, tant pour les salariés que pour les employeurs, sont avérés. Quelles sont les clés d'une transition réussie pendant la crise sanitaire? Nous en parlerons en deuxième partie d'émission. Et j'ai le plaisir, pour décortiquer avec moi toutes ces thématiques, le plaisir de recevoir Mansour. Mansour, vous êtes dans le domaine de l'informatique, vous êtes développeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. J'ai également l'honneur de recevoir Dacosta. Dacosta, vous êtes dans la cybersécurité. Merci également d'être aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci. Et un habitué du plateau de Génération News, Abdou Radre, vous êtes journaliste. C'est toujours un honneur de vous recevoir sur le plateau de Génération News. Merci beaucoup et c'est également un honneur d'être invité. Alors je vous le disais, messieurs, nous allons tout de suite plancher sur la première problématique liée évidemment à l'innovation sur le continent. Le codage informatique, c'est quoi exactement le codage, Mansour? Alors, pour vraiment faciliter la compréhension, c'est juste une manière de communiquer avec l'ordinateur, une manière de lui donner des ordres, tout simplement. Une manière vraiment très pédagogique, on peut résumer ainsi. Et vous partagez cette définition, Dacosta? Oui, je partage. Et pour ajouter, c'est seulement pour régler des solutions bien définies, des solutions complexes. Donc, parler à la machine et lui dire de régler des solutions complexes. Alors, on a parlé du codage, évidemment. Vous avez apporté quelques définitions. L'enjeu, on l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, ça participe à l'innovation. Mais pourquoi aujourd'hui, Radre, selon vous, il faut davantage, voire insister sur l'innovation en ce qui concerne le codage informatique? Alors, je vais être assez général. L'innovation de façon générale, on en a besoin parce que l'Afrique est un continent très jeune et les mutations se font pour la plupart par les jeunes, d'autant plus que des prévisions démontrent que d'ici 2040, quasiment 40% de la population mondiale sera africaine et parmi ces 40%, quasiment 60% n'auront pas encore 18 ans. C'est-à-dire c'est une population jeune. En fait. Donc l'opportunité africaine, c'est sa population et sa jeunesse. Donc ce qui fait que, en ce qui concerne le numérique, le codage, ainsi de suite, tout ce qui va avec le digital, le numérique, sont importants dans la mesure où on est obligé, c'est une révolution qui est là, il y a eu la révolution industrielle, mais il y a une révolution numérique, l'Afrique ne peut pas être à la traîne. Alors, on est obligé de l'initier, beaucoup de pays l'ont compris, le Sénégal notamment, mais également dans surtout les pays anglophones où les enfants sont initiés au codage très tôt. Et on voit beaucoup l'Afrique du Sud ou le Nigeria, donc absolument, le Rwanda également. C'est des pays qui ont compris l'importance parce qu'on ne doit pas être à la traîne. Sur ce, on a besoin d'être vraiment à la pointe parce que, comme vous pouvez le voir, le besoin est là. La preuve, à chaque fois, à chaque événement, notamment la Covid, on a vu que des applications ont été créées en ce qui concerne les besoins. Parce que quand on ne peut plus aller chercher du pain, il y a des jeunes qui ont pensé faire des applis qui nous permettent d'avoir de passer des commandes, exactement. Avoir des coins, ce qui fait que c'est d'une importance capitale parce que le monde est devenu ainsi. On ne peut plus être comme en 2000 ou bien comme en 2010, on est obligé d'évoluer et que, c'est-à-dire, le numérique s'est démocratisé. Ce n'est pas comme des révolutions où ça se faisait de façon géographique. Maintenant, il y a plus cet obstacle géographique. Mansour, Dacosta, c'est des Sénégalais qui sont nés ici, qui ont grandi ici, et pourtant, ils ont les connaissances comme ceux qui sont dans les autres pays, ce qui fait que maintenant, ce qu'il y a à lieu de faire, c'est qu'il faut accompagner pour que les gens puissent le savoir. Dans un pays où un opérateur de téléphonie dit qu'il est à 8 millions d'abonnés sur une population de 16 millions, ça veut dire que voilà, la moitié est un peu abonnée à Internet, ce qui fait que c'est une opportunité qui permet aux gens d'aller voir dans ça et qui est également misé sur ce service qui est l'avenir également, qui offre beaucoup d'opportunités. C'est exactement ça, vous partagez son avis parce que évidemment sur l'aspect de la Covid, parce que Radre est allé vraiment toucher tous les points qui vont en tout cas nous permettre aujourd'hui d'aller au fond même de ce débat-là sur la question de l'innovation en ce qui concerne le numérique. Il a également parlé d'un point qui est intéressant, c'est la Covid-19. Cette crise sanitaire a-t-elle
permis aujourd'hui de mettre la lumière sur la créativité des jeunes? Oui, bien plus que ça. C'est-à-dire, la Covid a carrément montré, en fait, à un moment, on avait un peu ce doute sur le codage, en fait. Qu'est-ce que c'était? Donc, on avait ce doute-là. Maintenant, à l'arrivée de la Covid, bon, malheureusement ou heureusement, vraiment, ça a montré à la figure que le rôle que doit avoir le programmeur, c'est-à-dire, il est au début, au milieu et à la fin. Tous les outils qu'on a eu à utiliser pour le télétravail, les applications, tout ça part du codage. Donc, et ça a permis vraiment de booster la créativité de nos jeunes frères par rapport à cela. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut, nous, en Afrique. C'est-à-dire de mettre en place des éléments qui vont pouvoir booster cette créativité-là. Parce que le codage, à la base, c'est ça, c'est avoir la possibilité de pouvoir créer. Quand vous parlez d'éléments, vous faites aussi allusion à l'installation, on en a parlé, Radre aussi l'a souligné dans son argumentaire, c'est l'installation des centres de formation, par exemple? Oui, entre autres, mais plus de manière individuelle, la possibilité aux jeunes d'être confrontés à un problème et de se dire, j'ai ce problème-là, comment de manière informatique je peux résoudre ce problème-là? Et par rapport à ça, il n'y a que le codage qui peut aider. Donc aujourd'hui, le Covid a permis à ces jeunes-là de pouvoir imaginer ainsi. Par exemple, moi j'ai rencontré plein de jeunes pendant le Covid qui m'ont sorti des idées, comment mettre en place une application qui va m'indiquer par exemple l'arrêt de bus le plus proche ou la pharmacie la plus proche, ou bien d'autres sont allés même plus loin, comment mettre en place une application où on va inscrire les contaminés et ensuite ça va nous indiquer quelle est la personne atteinte la plus proche. Donc il y a eu cette créativité-là parce qu'on était confronté à un contexte. Donc malheureusement au préalable on n'avait pas ce contexte-là. Donc ces jeunes n'avaient pas n'avaient pas la possibilité, on va dire ne voulaient pas trop être créatif, mais là maintenant c'est ça l'élément positif du Covid. Justement, en parlant de ces jeunes et de l'aspect lié à la créativité, le langage informatique aujourd'hui, on le sait, on parlait tout à l'heure en off, on parlait de Java. Moi perso c'est un langage que je ne maîtrise pas. Est-ce que justement aujourd'hui ce langage-là est accessible à tous les jeunes, à tous? Bon, merci pour cette question d'abord. D'abord il faut savoir que avant de coder, il y a une base. Donc il faut d'abord faire des algos essais, donc connaître comment mettre en place une structure de code et pouvoir faire aussi sa spécialisation. Il y a d'autres qui partagent cet avis, mais il y a d'autres aussi qui disent que par exemple il faut aller directement dans sa spécialisation, faire Java, faire Python. Voilà, on avait l'impression de Java, Python, faire Ruby, voilà, faire Laravel, vous avez vu, faire PHP. Voilà, faire HTML, donc il y a tellement de langages, mais il faut se spécialiser d'abord dans un langage bien précis, être spécialiste et pouvoir toucher les autres langages. Moi, c'est ça ma philosophie. Donc aujourd'hui, l'idée vraiment, on a vu que durant la Covid, comme les autres l'ont dit, on a vu la créativité au niveau des jeunes. Et ces jeunes, aujourd'hui, grâce au Covid, ils ont réfléchi. Comment répondre à cette question? C'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Donc le codage permet de répondre à un besoin bien spécifique. Donc aujourd'hui, les gens sont confirmés. Donc comment assister ces gens qui sont chez eux, qui ne peuvent pas bouger et qui ont des besoins? Et donc ils ont réfléchi à plusieurs choses. Et donc même aujourd'hui, nous avons vu des exemples palpables au niveau des hôpitaux, au niveau d'autres centres qui accueillent des personnes infectées, et on voyait qu'il y avait un taux, les médecins et les infirmiers qui étaient aussi contaminés, et ils ont imaginé quelque chose comme Dr Car. Donc aujourd'hui Dr Car, on voit par exemple ce robot-là qui vient, mais derrière il y a du code. C'est ça qu'on appelle du IoT, Internet des objets connectés. Donc il y a du code en disant par exemple le robot écoute ça, fais ceci, fais cela, etc. Donc, pour que le robot puisse entendre ça, c'est du code, c'est du langage que tu mets en disant le robot, chaque
kilomètre, etc., chaque mètre, etc. Et justement, mais par rapport à ce langage-là, on a parlé tout à l'heure de Python, moi j'avais l'impression qu'on parlait de l'animal, justement, du serpent. C'est ça en fait, c'est que ça crée quelque part une barrière. Moi ce que je voulais savoir, évidemment, merci déjà pour toutes ces infos, parce que vous avez évidemment contextualisé la problématique, mais ce langage-là, ce langage informatique, est-ce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a fait les lettres ou la gestion, est-ce qu'aujourd'hui, avec des outils, il peut facilement comprendre ce langage-là de Python, Java? C'est possible aujourd'hui? Oui, bien parce sûr. qu'on a très tôt et très vite associé le codage aux hommes des sciences, voilà, ceux qui ont fait les matheux, comme on dit dans le jargon. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, du coup, de comprendre ce langage-là? Bien sûr. Moi j'ai des preuves palpables. Moi, j'ai un ami, il a eu le bac arabe. Et c'est un excellent codeur en Python. Il s'appelle Harala. Son surnom d'informaticien, parce que nous, les informaticiens, on aime se donner des surnoms. Donc lui, c'est Harala. Il fait du code. Et il essaye aussi de faire du code en mode Wolof. Et donc, il y a sa chaîne, Harala TV, donc sur YouTube. Et vraiment, il a aussi une plateforme Harala. Donc, il faut aller visiter. Vous allez voir. Donc, lui, il veut montrer aux gens qu'on peut être autodidacte. Donc, à travers le net, on peut apprendre. Donc, l'idée, c'est d'avoir la volonté d'apprendre. Et donc, Harala, moi aussi, je connais aussi un autre jeune, Souleymane Fall, qui n'a même pas le bac et qui code très bien. Moi, quand je le vois coder, moi, j'ouvre mes grands yeux et dis, mais c'est un peu le cas pour vous, Mansour, parce que vous, avant de vous lancer évidemment dans le secteur informatique, vous avez un bac de gestion, un bac G, comme on dit. Oui, tout à fait. Alors, déjà, pour vous montrer le paradoxe, pour ne pas faire de pub, il y a un site qui est appelé Open Classroom. C'est-à-dire, c'est le site où on va piocher tous les informaticiens, parce que là-bas, les cours sont expliqués de manière très basique. Et ça a été mis en place par un non-informaticien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de passionné de l'informatique, mais aujourd'hui, à partir de son site, qui arrive à expliquer des langages de haut niveau à des informaticiens diplômés. Donc, moi, je pense qu'en Afrique, c'est cette barrière-là, déjà. C'est-à-dire, coller l'aspect mathématique à l'informatique. Vous allez en France aujourd'hui, vous avez des écoles comme Epitech, comme 42, où c'est ouvert à n'importe quel profil. C'est-à-dire, vous n'êtes même jamais allé à l'école, on vous invite, vous venez, vous pouvez intégrer l'école et être un expert en codage. Et quand vous regardez au niveau si on prend l'exemple des hackers, ils sont très bons en code. La majeure partie, ils n'ont jamais été à l'école. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait d'eux ces experts-là? C'est parce qu'ils ont juste eu l'envie, ils ont eu cette créativité-là et de vouloir faire ces recherches-là. Donc, le problème se trouve à ce niveau, en tout cas pour le cas de l'Afrique, c'est toujours de coller l'image d'être forcément un matheux pour pouvoir faire informatique. Comme je dis, moi j'en suis la preuve, j'ai un bac général. J'ai vu que voilà, la compta c'était pas trop mon truc. J'étais plus dans de l'informatique. Et voilà, aujourd'hui, le langage de programmation, à une certaine époque c'était compliqué, mais maintenant vraiment c'est devenu très allégé. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce qui fait que vous avez des écoles qui initient les enfants. Très tôt, oui, Rad l'a souligné. Voilà, très tôt. Et vous voyez que le langage a tellement évolué que ces jeunes, aujourd'hui, ces enfants sont en mesure maintenant de comprendre le code et de faire du code. Donc, comprendre le code et faire le code à Abdouradre. Il y a également un gros paradoxe, je pense que peut-être que vous l'avez également noté, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, au Sénégal par exemple, beaucoup d'entreprises disent être à la recherche des codeurs en informatique, mais ces mêmes entreprises embauchent très peu. Comment expliquer ce paradoxe? Alors déjà, en ce qui concerne, c'est un aspect que peut-être mes amis ont un peu effleuré, c'est-à-dire on a besoin du code, des métiers du numérique, pour ne serait-ce que contre le chômage. Parce qu'en fait, maintenant avec l'avènement des startups, les jeunes n'ont plus besoin, après avoir fait des études en informatique, d'aller dans certaines entreprises pour déposer. Ils peuvent, avec 2-3 potes, créer une start-up. Et finalement, l'avantage, c'est que même les grandes firmes, les grandes entreprises, pour ce qui concerne, ils font de l'externalisation. Ils n'ont pas besoin maintenant d'embaucher quelqu'un pour lui faire la sécurité sociale, tout ça. Maintenant, on prend en charge sur un marché. On a besoin, il y a des gosses, il y a Mansour et Dacosta qui sont très bons dans un tel domaine. Et on leur propose un marché, ils font. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait maintenant. Ouais. Ce qui fait que finalement,
les métiers du numérique nous ont montré carrément qu'en fait que le mythe de quelqu'un qui a le bac, qui est allé à l'université, qui va déposer son CV un peu partout pour aller dans... On n'a plus besoin de ça. Dans sa chambre, on peut là, dans sa chambre, on peut, voilà, se faire de l'argent sans pour autant quitter chez lui. Donc, ce qui fait que finalement, même si les réputations ont la dent dure, comme on dit, c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un, un vieux que, maintenant, on n'a plus besoin, c'est-à-dire d'aller à l'école et maintenant pour déposer ses CV un peu partout, de travailler dans une entreprise X reconnue pour se faire de l'argent. Maintenant, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, comme Mansour un peu l'a dit, quand tu vois, si je donne l'exemple un peu de Mark Zuckerberg, il n'a pas fini ses études à Harvard. Et pourtant, c'est pour dire que, c'est-à-dire, c'est des matières qui demandent vraiment de l'innovation. Quand tu vas dans les pays asiatiques, notamment en Chine, tu vois des gosses qui ont 13 ans et qui te font des innovations extraordinaires. Tu te demandes comment ils ont fait. Ils n'ont pas. En fait, il faudra également qu'on enlève un peu ces œillères pour comprendre que c'est bien possible maintenant d'aller. Il n'y a pas un paradoxe pour moi. C'est-à-dire maintenant, le monde évolue et il faudra évoluer avec. Et heureusement, les jeunes Sénégalais l'ont compris. Il y a combien d'innovations qui ont été faites. Avec la Covid, nous a montré qu'on a du talent. Le Robocar, on a pas mal de choses. Les gens ont créé. Il y a même... En fait, il y a des... de renseigner combien de gens... Voilà, il y a tellement... Et c'est des gens qui ne sont pas dans les entreprises. Et moi, je pense que ça aurait été un gâchis si on les avait juste embauchés pour travailler avec quelqu'un seulement. Maintenant, avec toutes les plateformes qu'il y a, toutes les startups qu'il y a, c'est le Sénégal qui gagne parce que c'est des innovations qui sont reconnues un peu partout dans le monde et ils travaillent dans la sous-région. C'est des jeunes qui embauchent d'autres jeunes et qui font que finalement, nous, ce n'est pas plutôt un paradoxe, mais c'est une opportunité. Comme disent les Chinois, dans chaque crise, il y a une opportunité et moi, je pense que ça a été une belle opportunité et ça a permis aux jeunes de comprendre que maintenant, ils n'ont plus besoin, voilà, de toquer tout le temps à la porte des entreprises. Maintenant, ils peuvent aller de l'avant sans pour autant. D'Acosta, vous voulez rebondir? C'est seulement pour compléter son idée. J'ai dit, en Afrique, nous, on a ce problème-là. Et il faut qu'on puisse communiquer sur ça. Parce que ici, aux États-Unis, aujourd'hui, vous terminez vos études et que vous sortez, vous travaillez pour une entreprise ou pour l'État, on considère que vous avez échoué. Donc, eux, leur mentalité, c'est que tu sors, tu crées ta propre boîte et tu évolues. Mais ici, c'est le contraire. Ici, aujourd'hui, quand tu te lèves, on ne te voit pas avoir ton beau costume, ton beau sac et aller en entreprise, on dit que tu ne travailles pas. Donc, les parents ne peuvent pas comprendre, te voir à la maison, être devant l'ordinateur. Ils disent non, ils ne travaillent pas. Alors que ça a changé. Aujourd'hui, en entreprise, ceux qui ont fait l'expérience, moi j'ai fait l'expérience des entreprises, tu peux rester une semaine sans rien faire. Sans rien faire, aucun projet à faire. Tu es là devant les YouTube, WhatsApp, etc. Tu es là. Et le matin, tu viens à l'heure, tu rentres aussi, tout court. Tu peux même rester un mois sans rien faire. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, les entreprises maintenant sous-traitent. Et même ils sous-traitent parce qu'ils ont vu que les startups ont des gens meilleurs que les gens qui recrutent. Aujourd'hui, moi, je suis consultant pour une entreprise, je ne vais pas dire le nom, mais eux, l'entreprise les entreprises qu'on gère, ils ont détaché leur département informatique. Donc maintenant, c'est à travers l'autre entreprise, ils gèrent le département, c'est comme ça. Et Mansour, je pense que voilà, D'Acosta et Hadr l'ont également souligné, le domaine du codage, ça reste en fait un secteur assez transversal et qui, en tout cas, participe quelque part aussi à résoudre la problématique de l'emploi de jeunes, par exemple. Oui, c'est-à-dire, moi je dirais que c'est aujourd'hui l'outil essentiel pour lutter vraiment contre ce chômage-là. Déjà, il y a des jeunes que j'encadre. La problématique majeure, en tout cas, post-Covid, de nos jeunes ici, c'était toujours, lorsqu'on fait du codage, on essaie de copier ce qui se fait. On va essayer de copier WhatsApp, on va essayer de copier Instagram, etc. etc. Mais là maintenant, et c'est pourquoi moi aujourd'hui je dis que le Covid est vraiment, bon, à un niveau, une bonne chose pour certains. Parce que ça a permis en fait à ces jeunes-là de pouvoir essayer de trouver des solutions par rapport à leur environnement. Parce que c'est ça en fait qui va vaincre le chômage. C'est-à-dire si on veut aujourd'hui avoir un emploi, aujourd'hui, il faut qu'on essaye de trouver une solution
dans la majeure partie, c'est des solutions informatiques qu'il faut trouver pour régler ce problème-là. Il y a tellement de problèmes qui peuvent être réglés via l'informatique. Si je prends le cas du Sénégal, prendre son casier judiciaire, c'est problématique. Son extrait de naissance, c'est problématique. Vous allez dans des pays où il faut juste une application. Vous recevez ça en France, lors du confinement, pour avoir l'autorisation, il fallait passer par une appli. Donc, toutes ces innovations-là, elles peuvent être appliquées ici. Maintenant, il suffit juste voilà, de booster nos jeunes, vraiment beaucoup encore plus. Parce que je rappelle, faire une formation en informatique, elle est à part par rapport aux autres. Aujourd'hui, vous pouvez être un expert en informatique sans être diplômé en informatique. Ouais. C'est la compétence qui prime au-delà du diplôme, par rapport aux autres filières où c'est le diplôme qui prime. Exactement. Alors Khadr, on a parlé de ce continent, hein, le nôtre évidemment. L'Afrique reste le continent le moins équipés. Hein. Moins de 15% des foyers ont accès à un ordinateur, selon l'Institut Sofer, hein, qui l'a publié. Que faut-il faire aujourd'hui pour changer la donne ? Oui, il est impératif de changer la donne, comme tu viens de le dire, parce que, il faut le dire, l'Afrique c'est le continent le plus pauvre, donc c'est une évidence de voir qu'il y a une grande fracture numérique. D'ailleurs, il y a même une fracture numérique entre les villes et la campagne, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en fait dans les centres urbains, autant pour moi, ont plus en fait la latitude de se connecter à Internet que ceux qui sont dans... Maintenant, c'est la volonté politique qui est attendue dans ce sens, parce que même en ce qui concerne tout ce qu'on vient de dire, il faudra que l'environnement soit vraiment adapté à cela. C'est pas très difficile, moi je pense que c'est pas très difficile, il faudra juste qu'on mette plus d'argent dans l'innovation. Les pays en fait qui l'ont compris très tôt ont mis beaucoup d'argent dans l'éducation, dans les secteurs nouveaux. Il faudra également que l'on puisse faire la même chose, il faudra copier ce qui est bon, ça, il faut pas vraiment, on ne peut pas réinventer la roue, c'est très simple. Et il faudra mettre beaucoup d'argent pour permettre aux enfants d'être initiés dès le début dans ce qui concerne. Également, mettre un environnement très très favorable pour que les gens puissent aller dans ce sens. Et pour cela également, il faut le dire, je donne l'exemple le cas du Sénégal, même en ce qui concerne ceux qui ont les bacs littéraires, ceux qui ont le bac littéraire sont plus nombreux, il faudra renverser la tendance. Et pour cela, ça demande juste que l'État puisse mettre en place, je ne sais pas, avec des politiques qui sont adoptées, parce qu'ils ont des experts par rapport à ça, pour qu'on puisse renverser la tendance, parce que c'est important. On ne peut plus rester comme avant où on avait des poètes, on avait tout ça. On a besoin de changer, et tout ce qui reste, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique dans ce sens, l'innovation, les sciences. C'est-à-dire il faudra initier les enfants, initier les femmes, initier tout le monde afin qu'on puisse pouvoir renverser. Parce que sans cela, franchement, ça va être très très difficile de rattraper le gap et ce qu'on est en train de vivre en ce moment. En parlant justement d'instaurer, hein, de renforcer la capacité des jeunes à embrasser évidemment les matières scientifiques, Google, hein, le géant du numérique, ne cesse d'installer des structures à travers l'Afrique. Pourquoi ces partenariats sont essentiels selon vous, D'Acosta? Bon, comme on le dit, hein, Google il fait partie des GAFA, mais maintenant on dit même GAFAM. Donc si on dit GAFAM, le premier nom G c'est Google, Facebook, etc. Donc il faut savoir que ces gens-là sont des références mondiales. Donc aujourd'hui, s'ils viennent, par exemple, dans le continent africain et choisissent un pays tel que le Sénégal, par exemple, pour installer quelque chose, c'est d'abord un honneur. Donc, et ça aussi, il faut qu'on puisse travailler sur ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'ils ont installé un centre d'intelligence artificielle, déjà, et c'est un Sénégalais qui le dirige. Donc, mais ce n'est pas au Sénégal. Donc, nous, comment on peut faire déjà pour attirer ces géants ici? C'est d'abord montrer que nous avons mis en place des préceptes. Par exemple, dans les écoles, dès la 6e, je discutais tout à l'heure avec mon ami Mansour, je lui dis on doit apprendre aux jeunes la programmation. Donc, pas une programmation. Et comme Rad disait, l'insérer très tôt dans le cursus. C'est un langage, hein. Ça permet de parler à la machine. C'est comme aujourd'hui prendre un enfant et l'apprendre à parler anglais ou français. Donc aujourd'hui l'enfant, il va recevoir ça et c'est des langages. Donc tu lui dis, au lieu de parler à un être humain, c'est parler à la machine. Et donc l'enfant va essayer d'apprendre comment parler à la machine. Et ça peut se faire même de manière ludique, voilà. Hein, un petit jeu. Voilà, donc aujourd'hui si ces GAFAM-là voient
évolution et voient que nous investissons vraiment dans la technologie, ça va les attirer. Ils vont venir par exemple dire pourquoi pas ouvrir au Sénégal un grand centre de formation, etc. Mais si nous on reste là dans notre cocon en disant que ah, voilà, Google va entendre parler du Sénégal sans preuve tangible ou palpable, on va rester... Et voilà. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Radre, tout à l'heure, vous avez évoqué d'une Afrique un continent un petit peu pauvre. Ok, l'Afrique pauvre, mais riche en créateurs, en créativité, quand on regarde ces entreprises américaines qui viennent aujourd'hui s'installer sur le continent. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est normal, c'est un continent très jeune. C'est ça, en fait, la richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Parce que c'est un continent où c'est très rare de voir un pays où les jeunes sont moins nombreux que les personnes âgées. C'est-à-dire, c'est le seul continent où on retrouve cela. L'Europe, par exemple, ou bien l'Amérique, c'est un continent où ils ont ce problème démographique. Nous, on n'a pas de souci démographique. C'est pourquoi quand les gens disent là, en Afrique, il y a beaucoup de personnes. Je dis non, vous n'avez pas compris. Au contraire, c'est une chance, c'est une opportunité. C'est pourquoi les gens, les géants de l'informatique ont compris très tôt que c'est le continent à miser. Sauf que moi, le problème à ce niveau, c'est que malheureusement, peut-être dans 5 ans, Mansour va nous quitter pour rejoindre Google. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, ils ont compris très tôt. Ils sont en train de prendre nos jeunes. En fait, même le cadre est le cadre est très satisfaisant dans la mesure où on leur octroie des bourses très facilement, on leur permet d'aller étudier aux États-Unis, on leur permet de se confronter avec les réalités américaines, ce qui fait que finalement nos États sont en train d'être dépouillés de leurs richesses. Pendant des siècles, on a été dépouillés de nos matières premières. Maintenant, ils sont en train de nous dépouiller de nos précieuses matières premières, ce qui est les hommes, parce qu'en fait, il y a ce problème revient avec acuité. On en parle régulièrement, la fuite des cerveaux. C'est parce qu'en fait, eux, ils sont pas fous. Ils savent que le potentiel est là. L'Afrique est là. Donc, en fait, Google n'est pas si gentil que ça pour mettre des millions de dollars dans un pays comme le Sénégal. Non, c'est parce qu'il sait, au fond, qu'il y a des jeunes Sénégalais qui sont capables et que ça leur permet également d'avoir une domination. Pourquoi pas maintenant, je dis que l'Afrique ne va pas chercher parce que, par exemple, la Chine a compris très tôt, il a ses moteurs de recherche, il a ses réseaux sociaux. Exactement. Mais nous, malheureusement... Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir emmener l'Afrique très haut. Et c'est l'heure pour nous, malheureusement, de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. À tout de suite. Retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler du télétravail et des webinaires. Radre, c'est en tout cas des outils qui ont pris de l'ampleur durant la crise sanitaire. Comment expliquer aujourd'hui cette réussite, cette transition réussie du télétravail et des webinaires ? Alors, je commence par dire que voilà, il faut être dans une situation de nécessité pour pouvoir créer, comme on peut la dire Mansour. Puisqu'on ne pouvait plus se déplacer, il fallait trouver une solution palliative. La solution palliative, c'était simplement le télétravail. Eh bien, ça a permis également de comprendre que finalement, en fait, les gens étaient assez réticents en pensant que si je reste à la maison, je vais passer mon temps à fuir le travail ou bien je vais aller dormir. C'était beaucoup plus les employeurs qui pensaient comme ça, les chefs d'entreprise. Parce que contrairement à ce que les gens pensaient, le télétravail a montré un peu partout dans le monde que, même ici chez nous, que c'était beaucoup plus efficace dans certaines situations, même si c'est pas adapté à tous les métiers, c'est pas adapté à tous les profils, mais pour la plupart de beaucoup de métiers comme notamment, je donne mon exemple en tant que journaliste, j'ai été en télétravail presque pendant 5 mois parce que pendant les mesures qui ont été prises, on était obligé de rester à la maison, de le faire. Est-ce que vous avez été beaucoup plus productif en étant à la maison qu'en entreprise? Absolument, absolument, parce qu'en fait, il y a deux choses. On gagne en temps d'abord et on gagne en argent. Parce que quand on gagne en temps dans la mesure où moi qui quitte Rufisque pour venir à Dakar, je suis obligé de me réveiller très tôt. Je suis confronté à des problèmes d'embouteillage, je suis confronté à des problèmes de transport parce que parfois c'est très bondé. Tout ça, on arrive au boulot fatigué. On arrive au boulot fatigué et un peu stressé. Le travail nous attend. Alors on gagne en argent parce qu'on ne va plus dépenser de l'argent pour le taxi et autres. Ce qui fait que, au lieu en énergie également, parce que on devait se réveiller à 5 h du matin, se préparer pour aller au boulot. Maintenant, si le point est à 9 h, c'est à titre indicatif.
on peut se lever à 8h30, prendre un petit bain, prendre son café et faire le point et aller travailler. Ce qui fait qu'à un moment, ça nous a beaucoup arrangé. Dans la mesure également sur le plan social, ça a permis à des gens de rester en famille. Et c'est moins de stress qui a fait que finalement, les gens, d'ailleurs même des études ont montré que les gens ont été beaucoup plus efficaces. Je pense que l'école Business Harvard de New York en a fait et qui est allé même jusqu'à dire que les gens travaillent 48 heures de plus que le temps de travail. Alors que quand on est au bureau, à 17h d'avant, là, même si on n'a pas fini ce qu'on fait, on est obligé de quitter parce qu'on pense au transport, on pense aux aléas, tout ça. Alors que là, on fait plus. Moi, personnellement, quand j'étais à la maison, j'étais beaucoup plus productif parce qu'on m'appelait tout le temps pour me dire fais ceci, fais cela. Alors que j'étais beaucoup plus open. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas pour vous? Parce que vous êtes dans le domaine, évidemment, on l'a souligné en première partie de l'émission, le domaine de l'informatique. C'est important pour vous de travailler à la maison, Mansour? Oui, c'est-à-dire, en tout cas, la majeure partie des développeurs, ils sont à l'aise en fait quand ils travaillent chez eux. Parce que là, ils mettent en place tout l'arsenal adéquat pour vraiment être à l'aise. Le développeur, en fait, c'est ça. Pour avoir le développeur, il faut vraiment qu'il soit dans un cadre matériel, une bonne chaise, un écran, etc. Donc déjà, ça favorise sa productivité. Donc comme l'a dit Abdouhad, toutes les contraintes qu'on a pour se déplacer, ça a été un moyen déjà de vraiment compenser ça. Et également, ça a montré que voilà, est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'on soit présent, qu'on soit physiquement présent. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, quand on fait du développement, le projet, on n'est pas tenu de le mettre dans une clé et d'aller le rendre directement. On peut l'envoyer par mail et ça c'est prouvé maintenant, parce que c'est comme ça que l'on travaille. On envoie les projets. Maintenant, s'il faut nécessairement être présent à la réunion, là, maintenant, on peut être présent. Donc vraiment, en tout cas, nous déjà en tant que développeurs, c'est notre méthode de travail. Donc c'est juste. Ouais, parce que vous êtes un peu solitaire. Voilà, donc c'est notre méthode de travail. Maintenant, l'appliquer comme ça, c'est un bonus pour nous en fait. Et que faut-il faire aujourd'hui, Dacosta? Est-ce que les entreprises doivent penser aujourd'hui à revoir le système de travail en entreprise en instaurant, pour le coup, le télétravail? Bon, avant de répondre à votre question, moi toujours j'aime entrer dans des définitions. Donc d'abord on a dit le télétravail, il faut d'abord qu'on puisse savoir, parce que par exemple les gens qui nous écoutent, il y aura des gens qui ne sauront pas c'est quoi le télétravail. Donc c'est le fait de travailler hors du bureau. Donc ça peut être chez toi ou quelque autre, mais c'est hors des lieux du travail. Donc aujourd'hui, moi pour ma part, je suis un homme de terrain, mais à cause du confinement, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses du télétravail, donc surtout sur l'utilisation des logiciels collaboratifs. Donc j'ai appris beaucoup de choses, comment travailler, et donc j'ai vu que déjà en gain de temps, je gagnais du temps. Parce que je pouvais faire plusieurs réunions en même temps. Par exemple, on avait des webinaires et voilà, beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aussi ont compris cela. Donc ils ont vu que aussi en instaurant le télétravail, peut-être les débuts ont été difficiles. Mais après, ils ont fini par comprendre comment le mettre en place, etc. Et ils ont vu qu'ils ont même gagné. Par exemple, aujourd'hui, le fait aussi de dépenser en papier, etc., ça a été réduit parce que les mails, le gars l'ouvre avec sa machine, essaye de regarder ce qu'il faut faire, répondre, etc. Et aussi le fait aussi de joindre la personne, parce qu'aujourd'hui, la personne qui est en télétravail doit être disponible. Parce qu'il doit dire, par exemple, peut-être je peux avoir une réunion après, etc. Et aussi, moi, si je donne l'exemple d'une école, ça leur permet de pouvoir gérer en temps et en heure les examens du premier semestre et deuxième semestre. Ils l'ont fait en ligne, ils ont terminé, les étudiants ont reçu. Parce qu'ils avaient des étudiants étrangers qui devaient aller voyager, qui devaient rentrer. Et donc, ils ont réussi le pari à cause du télétravail. Voilà, donc ils ont créé des plateformes de cours e-learning. Donc ça, aujourd'hui, les écoles doivent réfléchir sur ça, parce que le Covid nous a appris cela. Et d'autres sociétés aussi, ça les a permis vraiment de pouvoir survivre. Parce qu'aujourd'hui, le télétravail a permis d'autres gens qui ne pouvaient pas venir, ou des gens qui habitaient très loin et qui avaient cette peur
parce qu'à cause du couvre-feu. Exactement, de rentrer un peu plus, voilà, un peu plus tôt. Rad l'a également souligné. Rad, je veux revenir également sur le point d'Acosta, un petit peu amorcer la réponse à la question. Mais aujourd'hui, parce qu'on a vu que le télétravail a porté ses fruits, hein, le webinaire également, on a souligné en tout cas le côté positif du télétravail, hein, l'apport considérable en entreprise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer avec ce procédé-là dans les entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut l'insérer de manière définitive dans le plan de travail de chaque entreprise? Moi, je pense que ça peut être inclus dans le travail. C'est-à-dire, on ne dira pas que tout le monde va rester chez lui, mais c'est-à-dire on peut travailler de manière, je peux dire que, par exemple, comment l'expliquer encore, c'est-à-dire on permet à un groupe de rester à la maison et permettre à un autre groupe de venir. De faire des rotations. De faire des rotations. Moi, je pense que ça peut être une très bonne méthode. Et ça a permis également à des journalistes télé, notamment qui pensaient qu'il faut tout le temps aller, quand il faut faire une interview avec quelqu'un, il faut prendre la caméra, le preneur. Maintenant, on a compris qu'avec Zoom, c'est possible de le faire. On reste ici, on le fait. Et la preuve, Zoom, qui était à une dizaine de millions d'abonnés en décembre 2019, s'est retrouvé au mois de juin avec 200 millions d'abonnés. Tout le monde, quasiment tout le monde l'a connu, parce qu'on a compris que c'était bien possible de le faire. Le fait de gagner en gain, c'est-à-dire moi je pense que également, comme il a dit, en papier, mais en ce qui concerne les factures d'électricité, finalement avec le télétravail, les charges de l'entreprise, notamment la connexion Internet, l'électricité, ils ont compris. Alors maintenant, c'est-à-dire parfois il y a des il faudra une autre approche du management. Ils sont interpellés dans ce sens parce qu'on ne peut plus faire comme avant. La Covid nous l'a démontré. Donc c'est un truc, c'est dynamique. Il faudra quand même penser à cela, même si parfois, je pense que les problèmes qui peuvent exister, c'est qu'il y a un problème de social qui va se poser, je m'explique. Maintenant, la chaleur qu'il y avait le matin en venant parler avec Régis Moukila ou bien Daouda Sow, on commence à perdre cela. Finalement, on reste dans son petit coin. Il y a la solitude qui s'installe. Mais il faudra le faire en rotation. Cela permet aux gens de gagner. Cela permet aux gens également de moins polluer. Si par exemple les entreprises commencent à adopter le système de rotation, les gens vont faire moins de déplacements, moins de pollution. Moi, je pense qu'actuellement, c'est une formule à voir, à adapter également, en fonction également de nos réalités, ce qu'il y a possible. Mansour, le télétravail et les webinaires ont vraiment changé notre mode de travail, tout simplement. Oui, comme mes collègues viennent de le dire, hein, le télétravail a ses avantages. Donc, maintenant, le problème qui va se poser, c'est l'adaptation. C'est-à-dire comment les personnes vont faire pour s'adapter, surtout en Afrique. Puisque, on le sait, hein, les familles africaines, quelquefois, pour la majeure partie, faire le télétravail à la maison, c'est quand même un peu compliqué par rapport au nombre de personnes. L'accès à Internet aussi, qui est très difficile, on l'a souligné aussi. Mais il n'a que des avantages. Donc, par rapport à l'éducation, déjà les écoles ont compris que là, c'est bon, il faut aller vers ça. Les entreprises, comme l'a dit Abdourad, peut-être faire des rotations par rapport à cela. Et même dans ce sens, moi, de ce que j'ai compris, c'est que l'employé est beaucoup plus, je reviens sur la créativité, est beaucoup plus efficace quand il est à l'aise chez lui. Et ça a été le cas pour vous? Oui, et même si vous regardez bien, c'est cette méthode-là qu'applique Google. Parce que quand Google recrute des ingénieurs, il met en place un système pour que l'ingénieur pense qu'il est chez lui. Donc il lui offre toute une pléthore de voilà, prends tout ce qu'il y a chez toi, viens, mets-le dans ton bureau, imagine que tu es chez toi pour que tu sois à l'aise. Donc quand tu es à l'aise, tu es beaucoup plus productif. En fait, tu es à l'aise. Et ce n'est pas pour rien que Google prend en charge toutes ces petites dépenses pour que le développeur soit vraiment à l'aise. Et quand vous regardez le loco, vous voyez que c'est décoré, chacun a son espace, etc. On s'habille en... Voilà, on s'habille en... Parce qu'on est à l'aise. Voilà, on est à l'aise. Donc, bon, ça, c'est des petits détails. Peut-être que la personne qui se met chaque jour en costume, peut-être qu'il n'aime pas le costume. Voilà, ou qui met des chaussures très serrées. Bon, il fait mal. Donc, tout ça, en fait, c'est des petits éléments qu'on pense anodines, mais qui vraiment favorisent cette créativité et l'efficacité, en tout cas, en termes de travail de l'employé. Vous avez parlé de complications, vous avez parlé beaucoup plus du côté positif. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des côtés négatifs d'Acosta par rapport au télétravail, en ce qui concerne, par exemple, la concentration? On est très vite parfois déconcentré lorsqu'on est à la maison. Hein. Voilà, mais c'est comme il l'a dit, hein, parce que déjà, le télétravail, peut-être dans les pays développés, ils ont cette habitude, mais ici, en Afrique, on a
vu que, comme il a dit, aujourd'hui, est-ce qu'on n'avait pas prévu ça, on a dû s'adapter. Exactement, parce qu'on n'a pas anticipé. Donc, une salle bien isolée, bien alimentée en connexion. Est-ce qu'on a une connexion stable? Est-ce qu'on a les matériels qu'il faut, etc. Tout ça. Donc les gens se sont adaptés. Ça a été dur, mais ils se sont adaptés. On a vu que Orange a vu le nombre d'abonnés s'augmenter. Et aujourd'hui, la question à se poser, c'est que est-ce qu'ils vont continuer dans cette mouvance ou pas? Et ça aussi, il faut une question de management, comme vous l'avez si bien dit. Il faut que les entreprises puissent voir. Aujourd'hui, ils gagnent, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ils dépensent moins d'électricité. Et maintenant, pourquoi pas augmenter, par exemple, une prise en charge en connectivité, par exemple, pour les employés. Parce que déjà... d'offrir même des ordinateurs aux employés pour facilement travailler. Parce que déjà, on a déjà mis en place le système. Et aujourd'hui, nous savons que Orange, quand vous signez un contrat d'abonnement, il faut faire au moins 1 an avant de suspendre. Donc aujourd'hui, si on devait reprendre et que ces personnes qui ont déjà signé, comment ils doivent faire? Donc tout ça, c'est des inconvénients que les entreprises doivent regarder, doivent mettre en place pour aider leurs collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de patron, etc. On dit collaborateurs. Donc pour aider leurs collaborateurs à puissent s'épanouir. Et aussi, ça permet aussi, au début aussi, beaucoup d'enfants aussi, où madame ne comprenait pas. Vous voyez tout le temps venir tard, ou tout le temps répondre au téléphone, etc. Mais ça a permis à beaucoup de gens de comprendre ce que nous faisons. Donc moi, par exemple, en tant qu'informaticien, je faisais des réunions, par exemple, il y a ma maman qui était là-bas, crier mon nom, je lui disais, jusqu'à un jour, il y avait mon boss qui me dit, qui appelle comme ça toi? Oui, évidemment, c'est là, c'est-à-dire que on peut évidemment, parce que comme je disais, Mansour a souligné les côtés positifs du télétravail ou des webinaires, mais c'est là aussi parce qu'on a des éléments parasites, comme on l'a souligné. Ah oui, beaucoup ont vécu ça. À titre anecdotique, j'ai un ami qui m'appelle pour me dire qu'il souffre là, parce qu'il ne peut pas passer toute la journée avec sa femme. Il a besoin de sortir. Comme quoi, en fait, c'est la présence en fait, à la maison dérange beaucoup parce que les conditions ne sont pas parfois réunies. Comme on a dit, on n'a pas d'espace dédié pour le travail à la maison, on a juste des espaces de repos. Alors, ce qui fait que on a des neveux, des enfants qui font que parfois, quand ils nous voient... Ça se court dans tous les sens. Oui, ça se court. On est en Afrique, en Afrique, c'est une réalité bien africaine. Quand tu rentres à la maison, il y a des enfants, il y a les neveux, il y a tout le monde. Et que moi, personnellement, mon papa, à chaque matin, il me dit, ça, ton travail est bon, comment tu peux dormir jusqu'à n'importe... Parce que lui, il pense que, c'est normal à son âge, il pense que il faut se lever le matin, aller au boulot, on ne peut pas travailler sur son lit. Tu vois, c'est des petites contraintes, mais avec le temps, les gens, parce qu'on s'adapte très vite, les gens ont compris que, à travers les reportages que les gens ont fait, à travers les documentaires, tout le monde a finalement compris que c'était une solution, sauf que, comme on l'a dit, on n'était pas préparé. C'est une situation qui nous est... Oui, comme Dacosta l'a dit, on s'est adapté. On s'est adapté. Et voilà, mais à part ces petits problèmes, je pense qu'il a sollicite parce qu'imagine quelqu'un qui vit seul, c'est-à-dire ce problème également, on le pose sous l'angle des gens qui vivent en famille, mais il y en a qui vivent seuls. C'est très compliqué parfois de rester, imagine, de rester pendant des temps seul à la maison. Peut-être pour les codeurs, c'est pas un problème, mais quelqu'un qui a l'habitude d'aller sur le terrain, qui est très social, voilà, c'est des problèmes qui vont se poser. Mais généralement, il y a plus de côtés positif que de côté négatif. À mon sens, c'est pas que je fuis le travail, mais bon, je préfère... Évidemment, vous préférez travailler mais il faut aussi ajouter l'aspect facture d'électricité qui va augmenter, pas pour l'entreprise, mais voilà. Pour Internet, parce que moi, personnellement, j'étais obligé de prendre mon téléphone pour faire le Wi-Fi. Voilà. Mais, c'est-à-dire, c'était 3 fois ce que je consommais, parce que quand je vais au boulot, il y a le Wi-Fi, parfois c'est le Wi-Fi même que je me connecte avec mon téléphone. Maintenant, je suis obligé de me connecter régulièrement, des forfaits mensuels. Le même forfait, je peux le renouveler 3 fois dans le mois. Ce qui fait que finalement, ça consomme énormément. Heureusement que pour certains, nos entreprises sont dit que tant qu'on te paie encore l'énergie de transport et que tu es chez toi, ça peut oui, parce que ça réduit évidemment voilà. Donc, ce qui fait qu'il faut, nos entreprises également, comme Dacosta l'a dit, il faudra également que si on reste à la maison, à la place des indemnités qui nous permettent d'être à l'aise. Parce qu'en fait, moi, une télé, une fois, m'a appelé pour participer à une émission.
présentation, un truc Zoom. Mais là, j'ai bouffé 3 gigas, c'est-à-dire ce que j'ai tout bouffé 3 gigas et je ne bouffe pas ça pendant juste consommation une émission. personnelle. Voilà ce qui fait que c'est très compliqué parfois, mis à part ces petits détails-là, moi je pense que voilà. Mansour, on a parlé également de la fracture numérique. Le télétravail et les webinaires ont pris, une vitesse grand V pendant la crise sanitaire. Rad l'a un petit peu souligné. Avant, évidemment, ça existait. Est-ce que aussi, si avant ça existait et que c'était pas très vu, est-ce que c'est par rapport à cette fracture numérique là aussi, ça a créé une petite barrière? Oui, en fait, le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique subit tout le temps. Quand je dis que l'Afrique subit, il faut un problème pour qu'on puisse comprendre, voilà. C'était le cas d'Internet. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, le télétravail avec la crise sanitaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette formation au préalable pour nous préparer par rapport à ça. On n'a pas été préparé à Internet, on n'a pas été préparé aux réseaux sociaux, on n'a pas été préparé au télétravail. Donc ça nous est tombé dessus, on était obligé de le faire. Donc moi je pense que nos gouvernants doivent déjà travailler sur cette notion-là, c'est-à-dire de formation, de pouvoir préparer nos jeunes dans ce sens-là. Et Abdouhad l'a dit tout à l'heure, on ne manque pas de créativité, on manque juste d'accompagnement, d'environnement. Voilà, de l'environnement vraiment pour travailler. Et moi, je suis pas... C'est là où j'ai le désaccord avec Google, c'est-à-dire Google devrait plus investir au niveau matériel en Afrique que de manière intellectuelle. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, le Sénégalais normal, qu'est-ce qui lui manque pour être créatif? L'élément qui va lui permettre de coder. Donc c'est le problème fondamental qui est l'ordinateur. Aujourd'hui, si nos gouvernements mettent vraiment l'écosystème pour vraiment faciliter l'acquisition d'un ordinateur, l'acquisition d'Internet, je pense que là, on ne parlera plus de télétravail, mais là, on sera vraiment très loin. Et c'est là je pense que le RAD, le Sénégal, est dans cette optique-là, où il a déjà même amorcé ça, ce procédé-là. Quand on voit, par exemple, avec l'Université virtuelle du Sénégal, c'est un ordinateur pour un étudiant et une clé USB où il peut facilement se connecter. Oui, et quand même, contrairement à certains pays, on est un peu en avance sur ce point. Ça, il faut également dire qu'il y a des acquis. Sauf que le problème, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une fracture numérique. C'est-à-dire, nous, on est en ville, dans nos quartiers, on voit ça, mais quand tu sors un peu de Dakar dans certains coins, mais tu vois même pas d'ordinateur. Les gens en fait, ne sont même pas connectés. C'est-à-dire, c'est pas des gens à qui l'Internet fait partie de leur quotidien. Ça fait partie. Quand un opérateur a un problème de connexion, mais sur 30 minutes, tu es énervé. Par contre, c'est des gens qui ne vivent pas cela. Donc, ce qui fait qu'il faudra également jouer vraiment sur ça pour qu'il y ait une pénétration Internet dans tout le pays. C'est peut-être, on n'est pas encore à la moyenne, donc il reste beaucoup à faire. Malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce où on vient, parfois, nos gouvernants aiment trop des slogans, finalement, mais la réalité du terrain est parfois tout autre. Certes, on est un peu, par exemple, quand tu vas dans la sous-région, tu peux être sûr, tu peux être fier du Sénégal par rapport à certaines avancées, mais c'est pas vraiment des bonnes avancées qui permettent de talonner le Maghreb ou bien de talonner les grandes nations. Malheureusement, on est toujours à un stade assez embryonnaire. Il faudra pas, certes, il faut pas faire la fine bouche, mais il faudra également qu'on puisse en faire beaucoup d'efforts dans ce sens afin de permettre aux gens d'avoir un ordinateur, parce que moi je trouve insensé un étudiant qui n'a pas d'ordinateur, qui a des problèmes pour avoir un ordinateur. Et ça, c'est le problème qu'on retrouve de manière générale sur le continent. C'est un problème, et même c'est pourquoi les étudiants, quand on leur a demandé de rester à la maison, une cohorte vient à l'université, mais ils ont dit non, parce qu'ils savent qu'il y en a qui, dans leur fin fond Sénégal, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas un bon débit Internet, ils n'ont pas de machine. Comment ils peuvent être au même niveau des gens qui sont? Il y a une discrimination, une ségrégation à la limite. Alors il faudra jouer sur ça afin de permettre aux femmes et aux filles, autant pour moi, et aux Sénégalais des campagnes de plus avoir les mêmes chances que ceux qui sont en ville. D'Acosta, évidemment, on revient sur la thématique même du télétravail. Rad l'a dit, le problème aussi, c'est au niveau de la fracture numérique. Le procédé, en tout cas, c'est aujourd'hui de donner l'accès à tout le monde à Internet et à avoir un ordinateur. En ce qui concerne le télétravail ou les webinaires, est-ce que vous pensez que ça va continuer à se développer davantage d'ici à, on va dire, 2021 ou voire 2050 par exemple?
Oui, hein, ma réponse sera oui, hein, parce que moi, particulièrement, j'ai eu à organiser de nombreux webinaires depuis le confinement. Parce que moi, je suis dans une communauté qui s'appelle Dara IT et nous sommes un regroupement de jeunes qui sont passionnés d'informatique. Donc, on avait l'habitude de se réunir, d'organiser ce qu'on appelle des IT Day dans des écoles. On invitait beaucoup de gens. Maintenant, avec le confinement, on a dit, au lieu de rester là et de ne rien faire, on a commencé à organiser des webinaires. Et ça passait, hein, normal, les gens continuaient à apprécier, à dire oui, on partageait toujours nos connaissances, etc. Et sans dépenser. Voilà, donc ça, je pense qu'on peut continuer à le faire de temps en temps, venir faire en présentiel, mais il faut faire. Parce que comme je l'ai dit, on a déjà mis en place le cadre. Donc, laisser encore ce cadre, c'est un perte. Voilà, donc il faut continuer avec ça, même s'il faut alterner. Et vous partagez son avis, Mansour, c'est oui, le webinaire et télétravail vont continuer à se développer davantage. Oui, parce que en fait, comme on l'a dit, il y a que des aspects positifs. Donc on a plus d'aspects positifs que négatifs. Donc ça sera dans l'intérêt de certaines entreprises de poursuivre dans cette même logique-là, parce que ça sera en plus pour eux par rapport à la manne financière, voilà, et tout autre aspect. Aujourd'hui, par exemple, et à la semaine passée, il y a un webinaire sur la technologie qui se déroulait par exemple en Espagne. Voilà, moi j'ai pu y assister via cet élément, alors que ce n'était pas le cas avant. Oui, parce qu'avant, exactement. Une foire, en fait. C'était une foire où il fallait être présente, acheter un ticket. Mais là, aujourd'hui, moi j'ai assisté à ça comme si j'y étais avec la 3D, Google Street View qui vient. Donc j'ai eu l'impression en fait que j'étais là-bas. Mais on a vu également, en ce qui concerne, enfin, on va revenir sur le domaine de la musique, on a vu les webinaires. Hein. Youssou N'Dour qui a organisé un concert sur Internet. C'est ça aussi, ce que ça ne change pas que la manière de travailler, c'est toute une philosophie en fait aujourd'hui. C'est une dynamique qui est en marche, on ne peut pas grand-chose. Comme on a dit, en fait, l'avantage c'est que tu peux mettre dans un même webinaire Fedouine Sarr, tu peux mettre Souleymane Bachir Diagne, tu peux mettre, alors que c'est très difficile en fonction de leur calendrier, ils ne peuvent pas être là, ou bien ils sont une fois au Sénégal pendant toute l'année et c'est pas, ils peuvent pas être là en même temps, ça coïncide pas. Mais pourquoi on l'utilisait moins avant le webinaire par exemple? C'est parce qu'on n'était pas, en fait, on se disait pas que c'était une situation parce que on a toujours organisé des conférences, on a toujours fait, j'ai titillé nos chefs d'État, en fait, qui mobilisent nos avions, notre kérosène, beaucoup d'argent avec une délégation qui n'a pas sa place. Maintenant, ils sont obligés de rester dans le palais et faire des sommets. Ouais, parce qu'on a vu le dernier sommet de oui, ils sont obligés de le faire. Chacun reste. Ça veut dire que ça coûte. C'est des millions. Quand un chef d'État se déplace, c'est des millions de contribuables qui ont été dépassés parfois et sur des enjeux qui nous interpellent même pas. Par contre, maintenant, le président, en fait, il n'a plus besoin parce que je pense que la connexion n'est pas une grosse dépense. Les gens ont compris maintenant que le déplacement, en fait, il y a plus. La Covid a montré que les barrières géographiques sont dans nos têtes. On peut se converser, on peut être ensemble sans pour autant se déplacer. Et voilà, ça a été le cas. Également, les webinaires ont été les plus intéressants dans la mesure où beaucoup de sommités qui ne pouvaient pas se déplacer pour des raisons politiques, pour donner diplomatiques, des conférences, voilà, se sont retrouvés autour d'une heure de conversation où des gens qui n'avaient pas accès, comme il a dit, il y a beaucoup d'étudiants qui ne pouvaient pas avoir accès aux conférences d'Achille Mbembe ou quoi. Ils sont obligés ils ont été au cœur de ces dispositifs. Bon, je pense que c'est devenu peut-être la chaleur manque parfois, s'il y a possibilité de le faire, mais on ne va pas l'arrêter en si bon chemin. On a compris que c'est une pratique qui fera partie de notre quotidien désormais. Exactement. Donc c'est possible de travailler de manière proche tout en étant loin. Et messieurs, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Mansour d'avoir participé à Génération News. Dacosta, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Radra, vous êtes un habitué, c'est toujours un plaisir également de vous recevoir sur le plateau de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Et nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre plateau de Génération News sur d'autres thématiques liées à la jeunesse et au continent. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.